sur cet argument, vous relevez également le fait que ces sanctions ont été prises dans un cadre totalement illégal, illégitime, injustifié, voire inhumain. Patient parfum d'homme, quelle interprétation faites-vous justement de cette décision à l'issue de ce sommet extraordinaire convoqué de toute urgence par les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? Il faut d'abord commencer par dire que c'est une victoire des États de l'AES. Les États de l'AES, malgré la contrainte qui leur a été imposée de manière violente avec ces sanctions, comme on l'avait si bien dit, illégales, illégitimes et injustes, ont su résister et ont prouvé à la face non seulement de la CEDEAO, mais du reste du monde qu'elles étaient déterminées à aller jusqu'au bout de cette confrontation-là et que par exception à cette règle-là, ont des économies qui sont plus ou moins extraverties. Donc, la plus-value de la plupart de ces économies tiennent de commerce extra-frontalier, de commerce plus ou moins balbutiant, mais interne à ces États qui existent. Donc, il y a une espèce d'imbrication des relations économiques et des intérêts économiques pour la plupart de ces pays. Alors, si vous sanctionnez des pays comme ces trois pays, le Burkina, le Mali et le Niger, il y a des incidences forcément, n'est-ce pas, négatives sur les budgets de ces différents pays parce qu'il y a des manques à gagner dus justement à l'effet inverse de cette sanction que ces pays, la CEDEAO eux-mêmes ont mis en marche. Troisièmement, on peut aussi constater qu'il y a des projets économiques qui avaient déjà été lancés, qui avaient déjà été financés en grande partie, dans des projets de gazoduc, de l'oléoduc, qui, en même temps, malgré les sanctions, devaient continuer, mais qui impliquaient, et en même temps, là, les pays là qui étaient sanctionnés et les pays de la CEDEAO qui balançaient ces sanctions-là. Je vois le Nigeria en premier, je n'oublie pas le Bénin, le Togo, bon, et d'autres pays. Donc, ça remettait en cause ce gros investissement qui était calculé dans les pourcentages, n'est-ce pas, d'évolution des PIB de ces pays dans les années à venir. Donc ça remettait en cause le taux de croissance, la projection du taux de croissance de ces pays dans les années à venir. Donc là encore, une idiotie économique, parce que c'était des sanctions qui étaient contre-productives, au contraire, qui étaient extrêmement dangereuses. De façon encore plus globale, même l'organisation en elle-même, ça pouvait également remettre en cause. J'en viens. Les conséquences maintenant d'autres politiques. Et c'est là où c'est dangereux, parce que ce que j'ai commencé à mettre en avant sur le plan économique, sur le plan même de l'intelligence, de ce que nous sommes en train de mettre en place et les conséquences que cela peut produire, ont poussé et on l'a vu d'abord, on a vu que des opinions étaient rétives des différents pays d'ailleurs de l'Afrique de l'Ouest d'accepter ce type de sanctions en plein XXIe siècle. On pense qu'ils ont retenu la leçon de la Côte d'Ivoire, où même l'OMS avait accepté d'appliquer des sanctions, n'est-ce pas, comment ils appelaient ça, contre des médicaments pour les Ivoiriens, ce qui était un non-sens incroyable, qui normalement, dans un cadre éthique vraiment juste, aurait débouché sur des plaintes contre les dirigeants de l'OMS de cette époque-là. En réalité, il avait pour en face de lui un certain Ojukwu, n'est-ce pas? Donc, c'est vous dire, lui, c'est très bien ce que c'est la guerre, il sait très bien ce qu'une guerre peut coûter à un pays, il sait très bien les conséquences économiques quand une sous-région en pleine croissance économique, en plein projet de croissance économique se lance dans des opérations comme ça qui peuvent déboucher, n'est-ce pas, à des espèces de reculades sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan de l'intégration sous-régionale, sur le plan sociétal et même civilisationnel. Ils sentent très bien que c'est extrêmement dangereux. Je rappelle que Yakubu Gowon, après cette guerre, après être parti du pouvoir, il a repris ses études, il a obtenu un doctorat plus tard. Donc ça veut dire que ce n'est pas qu'un militaire sac au dos, comme on a l'habitude de dire, mais ça veut dire que là-dedans, il a bonifié, n'est-ce pas, son know-how. Donc je crois que ces sanctions ne pouvaient pas tenir longtemps, parce que l'environnement international a changé. Tout à l'heure, Henri parlait du bilan des sanctions qui sont quasi nuls. Il a cité certains exemples à Cuba, travers le monde. oui, mais on oublie Moscou, que nous n'allons même pas chercher loin. Même le Zimbabwe est sous sanctions depuis très longtemps. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, le Zimbabwe est devenu autosuffisant sur le plan alimentaire, malgré des sanctions
occidentale. Donc, effectivement, ces sanctions-là ne font plus de sont faire. contre-productives, Voilà. Mais n'ont pas l'effet escompté. Voilà. Donc, je continue d'insister en disant, attention, il y a une nouvelle réalité politique sur le plan international. Oui. Je veux faire rigoler un peu, mais comme disaient les jeunes musiciens ivoiriens, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est-à-dire que quand vous abandonnez un espace que vous avez dominé de manière outrancière par le biais des décisions aussi idiotes que ces sanctions-là, n'oubliez pas qu'il y a de nouveaux acteurs, qu'il y a de nouveaux puissances, n'est-ce pas, qui proposent leurs services, qui proposent la place vide, d'occuper la place vide qui a été laissée par les autres, et on voit l'effet boomerang que ça crée aujourd'hui et qui chamboule même l'autorité, n'est-ce pas, de ce dirigeant de la CEDEAO. Et c'est ce à quoi nous avons insisté. Je crois que la DIC cédait déjà, ou bien elle essaie déjà vraiment elle se défenestrait, excusez-moi l'expression, dont là, on a essayé de colmater des brèches qui étaient en train de s'ouvrir grandement et qui devaient produire à terme, et ça c'était capital, l'implosion totale de la CEDEAO, et ce qui devait être un drame pour l'Afrique totale. Tiens, maintenant, let's wait and see le développement de cette affaire-là. Est-ce que, enfin, le Niger va... De toute façon, nous en parlerons dans un très court instant. On ne sait pas très bien, mais bon, nous sommes en politique. Exactement. La nature a horreur du vide, vous le disiez d'ailleurs. Alors, je voudrais vous relancer de l'autre côté une organisation qui a peiné véritablement à pouvoir répondre favorablement aux aspirations des peuples ouest-africains. On fait quoi? Est-ce qu'on revient? Est-ce qu'on saisit cette main tendue et on revient, quitte à noyer complètement tous les autres projets dans lesquels nous sommes déjà engagés, notamment au sein de l'espace du Liptako-Gourma? D'abord, en direction de Henri. Mais Henri, je crois que il faut qu'on remette les choses à l'endroit. Nous ne disons pas que M. Tchinoubi, subitement, est devenu un pro-russe. Bon, puis l'objectif, ce n'est pas ça. Ouais. Il ne faut pas non plus donner l'impression à nos téléspectateurs, aux Africains, que l'Afrique doit être la Russie, c'est-à-dire que, affiliée de la Russie, l'Afrique doit être aussi en capacité d'analyser la marche du monde et trouver son propre chemin vis-à-vis des défis qui sont les nôtres là aujourd'hui. Et le monde multipolaire, c'est important. Et c'est pour ça qu'on voulait l'embrasser. Qu'elle nous donne la latitude de tisser des accords avec tous les pays du monde, sans aucune contrainte, dans le cadre de la résolution des problèmes qui minent notre avancée et notre développement. Et par rapport à cela, nous sommes libres de choisir le partenaire qui nous semble mieux disant et le plus à même de nous permettre de permettre notre décollage. Dans ce cas, c'est une question de pragmatisme. Tinubu, c'est un libéral. Un libéral même de l'école anglo-saxonne, le libéralisme, comme la plupart des élites du Nigeria. Mais, une réalité politique veut que le Nigeria, comme vous avez arrivé à Lagos, on parle de coupure d'électricité dans un pays comme le Cameroun, que les acquis, à travers les accords de Liptako-Gourma, soient conservés. Si la CEDEAO le comprend très bien, parce que nous sommes là dans les évolutions, n'est-ce pas, qui sont très intéressantes, elle aurait gagné. Et cela va donc impliquer forcément une refondation, une restructuration des textes de la CEDEAO. Si elle veut continuer, comme l'a dit Henri tout à l'heure, d'exister. Mais, j'ai dit dans le mais maintenant, la CEDEAO avait quand même des avancées, à mon sens, que l'accord et la réalité de l'État du Sahel ne doivent pas remettre en cause. C'est la question de l'intégration qu'il faut, pour finir, qu'il faut améliorer, de la libre circulation des hommes et des biens, une économie et un commerce de cette sous-région qui doit être consolidé, d'une finance de cette sous-région dont je retrouve, vous voyez. Mais comment on consolide ces acquis de la CEDEAO en appartenant à une autre organisation comme l'AES? Mais il y a des membres de la CEDEAO qui font partie de l'UMOA. Est-ce que ça pose un problème? Vous le savez, non? La plupart des pays francophones membres de la CEDEAO sont quand même membres d'une union économique et monétaire. Mais la cohabitation semble de plus en plus difficile, patient. Pardon? Compte tenu du contexte. La quoi? Cohabitation, aujourd'hui, elle semble difficile. Oui. On imagine très peu, difficilement même ces pays membres de l'AES, éventuellement, d'une façon ou d'une autre, essayer de coopérer encore avec cette CEDEAO. Après avoir martelé et réitéré le caractère irrévocable. Celle qui était pratiquée par leurs prédécesseurs. Donc nous devons avoir cette agilité intellectuelle en disant,
ce qui fut comme un acquis, ouvrons toujours la porte pour nous permettre justement de... au sein de ce pays, la CEDEAO, qui ne sont pas encore dans le paradigme de la libération totale de notre continent, n'est-ce pas, de leur faciliter la tâche le moment venu pour qu'il n'y ait plus beaucoup de choses à redessiner. Donc je dis, Ouattara ne sera pas éternel en Côte d'Ivoire, Tinubu ne sera pas éternel au Nigeria et Nana Akufo-Addo non plus. N'oublions pas quand même qu'au Ghana, on a aussi eu Jerry Rawlings à un moment donné. Donc, si on ressuscite un nouveau Jerry Rawlings au Ghana, vous voyez le pas qualitatif que les pays de l'Afrique de l'Ouest, avec l'AES, vont faire. Donc, ne coupons pas totalement les ponts. Toujours des passerelles, parce que justement, nous, notre combat, c'est pour l'avenir. Du coup, il faut capitaliser sur les acquis de la CEDEAO, clairement. Mais il est hors de question d'y retourner, pour vous, patient parfum d'homme. Non, il est hors de question d'y retourner dans la situation de la CEDEAO actuelle. Il faut que cette CEDEAO fasse aussi sa mue. Et je pense qu'ils ont commencé à comprendre, en essayant de redessiner de nouveaux statuts qui n'ont rien à voir avec les statuts, n'est-ce pas, des Big Brothers, n'est-ce pas, qui existaient et qui, effectivement, je suis d'accord avec Henri, étaient comme des pâles copies de l'ordre international, occidental et impérialiste. Donc, il faut comprendre que l'Afrique est en marche. Les colons africains ne vont pas se limiter à continuer à voir à la tête de nos États les gens qui ne comprennent pas les enjeux. Il faut vraiment être dans une conception intellectuelle africaine nouvelle et dire qu'effectivement, ce qui était comme acquis, nous le conservons, mais nous allons gommer toutes les aspérités de ce qui faisait de nous, en réalité, des espèces de petits contremaîtres des intérêts occidentaux sur notre sol. C'est ça, à mon sens, que nous devons essayer de faire aujourd'hui. Sinon, on va assister de sissiparité en sissiparité avec ce que cela peut créer comme retard pour l'Afrique. Et ce n'est pas le souhait des Africains aujourd'hui. Merci à vos patients parfum d'or. Messieurs, on va vous faire souffler un tout petit peu. Henri Atangana.